Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors nous avons sollicité ce matin parce que nous voulions avoir quelques éclaircissements sur deux dossiers juridiques, purement juridiques, on va dire avec une connotation, bien il faut bien l'avouer, électorale ou politique, parce que tout est politique actuellement et tout est électoral. Le premier dossier, bien c'est celui qui concerne l'inculpation, qui doit être confirmée dans les tout prochains jours, peut-être même aujourd'hui ou dimanche, de l'inculpation du ministre des Affaires sociales et du Travail, Chaim Katz du Likoud, par le conseiller juridique du gouvernement. On le voit, les informations le confirment, mais Chaim Katz va devoir démissionner après, donc en perspective de cette inculpation. Alors expliquez-nous pourquoi, dans le cas précis, Chaim Katz est obligé de démissionner. Quel est le poids de son immunité parlementaire dans un tel dossier? Et quelle est la différence, ça fait beaucoup de questions, mais quelle est la différence entre le Premier ministre Netanyahou, qui lui aussi a déjà été inculpé, et un ministre israélien en général? Alors, évidemment, tout ça, on va essayer de structurer un petit peu tout ça. Il y a une loi, en fait, une loi fondamentale, qui s'appelle la loi fondamentale sur le gouvernement, qui vient statuer, en fait, le statut des ministres, du Premier ministre, et qui va statuer partiellement notre réponse. Il va nous donner partiellement la réponse à votre première question. Quelle est la différence entre une inculpation d'un Premier ministre et une inculpation d'un ministre? Dans le cas de l'inculpation d'un ministre, si jamais il n'est non pas inculpé, mais il est condamné, le ministre est obligé de démissionner. Tandis que la loi dit qu'en cas de condamnation, je parle pas d'inculpation, de condamnation d'un Premier ministre, si cette condamnation est définitive, c'est-à-dire après avoir purgé tous les appels, alors lui aussi est obligé de démissionner. Ça, si vous voulez, c'est la loi sèche. C'est la loi sur Ça veut dire que au niveau de la loi, la différence, elle est au niveau de la condamnation. Est-ce qu'il s'agit d'une condamnation définitive ou alors est-ce que on peut faire encore appel? Voilà, absolument. Ça, c'est la loi à l'état brut. La loi à l'état brut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que depuis 1993, il y a eu une inculpation d'un ministre qu'on connaît, puisqu'il est toujours ministre aujourd'hui, dans le même poste d'ailleurs, du ministre de l'Intérieur, c'était Aryeh Deri. En 93, la Cour suprême vient statue et dit ce n'est pas exactement la manière dont nous, on interprète la loi. Nous, on considère, non pas à partir de la condamnation, un ministre doit démissionner, mais à partir de l'inculpation. C'est-à-dire que c'est un stade bien plus avancé. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'un ministre ne pourra pas répondre à sa fonction, ne peut pas assumer sa fonction, et d'un côté, et de l'autre côté, arriver au tribunal tous les jours pour essayer de proclamer son innocence. Et donc, à l'époque, le ministre donc Aryeh Deri était obligé de démissionner, puis en plus, après par la suite, il a été inculpé. Il était non seulement inculpé, il a été condamné. Et en fait, c'est sur cette jurisprudence-là, que le ministre Katz va être contraint à démissionner aujourd'hui ou dimanche, parce que le conseil juridique du gouvernement a annoncé qu'il allait l'inculper. Donc c'est la jurisprudence d'Aryeh Deri. Il va devoir démissionner. Maintenant, cette jurisprudence s'applique au ministre. Elle ne s'applique pas au Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que d'abord, il y avait une petite nuance, il y avait une différence d'après la loi fondamentale, entre l'inculpation d'un ministre et l'inculpation du Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il fallait une condamnation définitive et non définitive. Donc, si vous voulez, on ne peut pas appliquer cette jurisprudence qui a été faite en 93 au Premier ministre. C'est la raison pour laquelle il faudra et l'inculpation d'un Premier ministre en exercice n'a jamais été prononcée. Donc la Cour suprême ne s'est pas prononcée, donc on ne peut pas en fait se prononcer sur l'étendue de la jurisprudence d'Aryeh Deri de 93, cette vieille jurisprudence, sur l'inculpation d'un Premier ministre. Alors, expliquez-nous, alors vous nous avez bien expliqué, on va dire, la loi, mais expliquez-nous l'esprit de la loi. C'est-à-dire, quand on veut faire la différence entre un ministre et un Premier ministre, est-ce que, par exemple, le fait que le Premier ministre ait des responsabilités
autrement plus élevée que celle d'un ministre, d'un simple ministre, joue un rôle important. Mais absolument, voilà. Absolument, bien entendu. Parce que c'est pas tout à fait clair dans la nuance entre définitif ou pas définitif au niveau de la condamnation. Absolument, vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est une vieille loi, elle est pas si vieille que ça. Mais si vous voulez, c'est vrai, les gens un peu mélangent. Mais il est évident qu'un Premier ministre... Par contre, il est clair qu'un Premier ministre, il a une somme de responsabilités qui est bien plus considérable que celle d'un ministre. Et absolument. Mais on parle évidemment dans la loi, non pas de l'inculpation, mais de la condamnation. Et d'ailleurs, non seulement d'une condamnation, mais c'est une condamnation infamante. Si vous voulez, c'est pas n'importe quelle condamnation, c'est pas parce qu'il va conduire et puis il va dépasser l'excès de vitesse que ça va être suffisant pour le licencier. Donc, si vous voulez, la loi a été beaucoup plus conservative, elle était beaucoup moins militante que la jurisprudence de la Cour suprême, en tout cas au propos des ministres. Et il y a une différence de statut, et vous l'avez évoqué, je suis absolument d'accord. Un ministre, il a son poste ministériel, on peut le remplacer facilement. Un Premier ministre, il gère le pays, et on le remplace beaucoup plus difficilement. Et donc, quelque part, aujourd'hui aussi, et dites-moi là si je me trompe, c'est-à-dire dans le cas de Binyamin Netanyahou, même là, on peut dire qu'on n'ira pas jusqu'au bout de la loi, puisque apparemment, la tendance est une fois que Netanyahou est inculpé, dans le meilleur des cas, après une première condamnation et pas une ultime condamnation, il ne pourra pas rester en fonction. On peut absolument pas savoir. Moi, mon opinion, elle est que la vie, j'allais dire, se comporte différemment de la loi. Moi, je vois que, mais ça, je vous dis, c'est pas en tant que juriste. Je ne vois pas Binyamin Netanyahou continuer à rester pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, parce que ce sont des procès qui sont extrêmement lents. Premier ministre, alors qu'il est inculpé. Alors qu'on le voit même dès aujourd'hui. Il demande à ses propres députés d'assigner, j'allais dire, un acte de fidélité, chose qui n'a jamais été fait. C'est simplement un Premier ministre qui a peur, qui n'est pas sûr de lui. Donc on voit bien que ces affaires, j'allais dire, le fragilisent. Donc si vous voulez, ça c'est tout simplement politique. Et puis il se peut que la Cour suprême, ça c'est au niveau juridique, la Cour suprême pourra peut-être se prononcer. Mais enfin, elle se prononcera pas en 24 heures, bien entendu, ça va prendre des mois sur cette question juridique qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la réponse. C'est-à-dire de savoir. Allô. C'est-à-dire de savoir si il doit démissionner à partir de son inculpation ou alors à partir de sa condamnation définitive, comme il est marqué dans la loi. Bon, alors ça c'est clair, vous nous avez très bien expliqué la différence, mais par contre, je voudrais aussi aborder un autre dossier qui a été à l'ordre du jour et qui a fait polémique, on peut le dire, toute cette semaine, c'est cette affaire du spectacle d'un chanteur israélien orthodoxe qui voulait se produire devant un public séparé, hommes et femmes, dans la ville d'Afula, dans l'espace public d'Afula, et la justice israélienne, on veut dire, a mené une sorte de pas de danse un peu difficile à suivre. D'un côté, un premier juge a invalidé la tenue de ce concert. Quelques jours plus tard, un autre juge du district, mais du même tribunal, de la même instance, a validé c'était le matin du concert, a validé la tenue de ce concert. Et puis la Cour suprême s'est mêlée de ces affaires-là. Et le soir même, alors que le concert avait débuté, elle a invalidé à nouveau pour vice de forme. Expliquez-nous comment une seule et même justice peut, en quelques jours, prononcer 3 décrets, 3 verdicts aussi différents dans un sujet qui est en fait un sujet de société important, mais qui est quand même qui devrait être bien réglé par la loi d'une certaine manière. Ce domaine, il n'est pas vraiment donné par la loi, on en parlera peut-être sur le fond tout à l'heure. Je veux simplement vous expliquer, évidemment, la justice ne s'exprime pas d'une seule voix. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un amalgame. L'amalgame, et vous l'avez évoqué, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur le fond du dossier. C'est-à-dire que la Cour suprême ne s'est pas prononcée avant-hier sur le fait que
est-ce que la Cour suprême décidait qu'il était interdit, qu'une municipalité ne pouvait pas organiser un concert avec une séparation entre hommes et femmes? C'est pas ça prononcer la Cour suprême. La Cour suprême, en fait, vous l'avez bien évoqué, il y a eu une décision d'un premier juge. Ce premier juge a invalidé et a décidé sur le fond, alors à ce moment-là sur le fond, qu'un concert qui est donc subventionné par une municipalité ne peut pas être séparé. Donc ça, si vous voulez, ça c'est la première décision. Et cette décision, on a fait appel à cette décision. Et là, un juge de district a dit, a infirmé cette décision et a dit, moi je considère que cette décision, qui est donc un juge qui est censé être supérieur, c'est une sorte d'appel, ça c'est le principe de l'appel, on le connaît. On le connaît puisque c'est un droit fondamental j'allais dire même de chaque citoyen de faire appel à une décision de justice. La cour de district a décidé, moi j'infirme la décision de la cour inférieure entre guillemets, et je considère que une municipalité peut le faire. Pourvoi devant la Cour suprême, mais le pourvoi de la Cour suprême n'était pas un pourvoi sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire qu'est-ce que le juge de district avait la compétence d'infirmer, comme je l'ai appelé l'appel parce que c'était pas vraiment un appel, avait la compétence, oui ou non, d'infirmer, j'allais dire, et vous l'avez bien évoqué, un jugement d'un tribunal qui est à peu près du même niveau que lui. Et la Cour suprême a répondu que non. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas prononcée sur le fond, elle s'est prononcée sur la forme. Et c'est pour ça que tout le monde est confond et que tout le monde est sorti, j'allais dire en gros vainqueur, à crier victoire. C'est que la Cour suprême en fait a donné une décision de procédure et non pas sur le fond. Et donc elle a dit, c'est en fait, j'allais dire, elle a remonté les bretelles entre guillemets au juge de district qui a infirmé la décision, mais n'a pas touché la question sur le fond, qui est est-ce que, oui ou non, une municipalité peut organiser un concert dont il existe une séparation entre hommes et femmes. Ok, et est-ce qu'on ne peut pas dire, nous, observateurs, que la Cour suprême, elle aussi, a d'une certaine manière, on pourrait lui remonter les bretelles pour s'impliquer aussi dans une procédure de vice de forme dans un sujet aussi délicat et de ne pas vous savez, après il faut se plonger dans le verdict de la Cour suprême et comprendre que c'est un vice de forme et que ce n'est pas une décision de principe, mais sur le fond on a le sentiment une fois de plus que par exemple la Cour suprême défend les minorités lorsqu'il s'agit souvent des minorités arabes, de minorités palestiniennes et tout ça, mais lorsqu'il s'agit de minorités orthodoxes, c'est bien plus difficile pour elles de défendre. C'est un peu ce qui ressort, parce que même si ce n'est qu'un vice de forme, vous nous l'avez bien expliqué, bien l'esprit, encore une fois, il y a la loi, et puis il y a l'esprit de la loi, il y a ce qui ressort à travers les médias. Et vous êtes d'accord avec moi que ça sort mal, quoi? Non, moi je pense que ça sort mal parce que c'est compliqué, mais je ne suis absolument pas d'accord avec l'opinion que vous avez exprimée. C'est-à-dire quand vous dites que c'est encore et encore et encore, je sais pas. Vous savez, la Cour suprême, elle est composée déjà de plusieurs juges avec des tendances qui sont différentes. Il existe des juges religieux, il existe des femmes. Enfin bon, il y a une pluralisme au sein de la Cour suprême. Moi, je crois qu'il faut interpréter un arrêt tel qu'il est dit. C'est-à-dire que l'arrêt qui a été donné, c'est un arrêt en fait qui vient non pas sur, je vous répète une fois de plus, c'est un arrêt qui est juridique, qui est un arrêt de procédure, et ça arrive, parce que je vais vous dire, moi en tant que praticien du droit, moi je gagne plus de 50% de mes procès que sur des procédures. Ah oui. Si vous voulez une procédure, c'est qu'il y a des règles, il y a des règles de comme on joue au football, il y a des règles de football. Quand on gère un procès, il y a des règles du procès. Et que si jamais une partie ne respecte pas ces règles, eh ben il est condamné parce une partie doit se comporter en fonction de ce qu'on appelle la procédure, c'est-à-dire les règles de droit. Et il arrive bien souvent, là les gens qui ne sont pas juristes ne réalisent pas, qu'une cour vient faire appel et vient trancher en procédure et non pas sur le fond. Parce que c'est d'ailleurs, j'allais dire, plus facile, entre guillemets, une procédure, c'est respecté ou pas respecté. Sur le fond, c'est beaucoup plus difficile. Donc si vous voulez, d'abord, moi je ne crois pas qu'on puisse faire, qu'on puisse dire que la Cour suprême, les minorités, etc., bon, on connaît ces revendications à l'encontre de la Cour suprême, mais c'est pas du tout d'abord ce qu'elle a voulu exprimer.
Mais d'un autre côté, il y a une question sur le fond, et ça, c'est pas du tout maintenant, j'allais dire, sur la question des minorités. Oui, c'est vrai que la Cour suprême, j'allais dire, devant des jugements, c'est sa ligne de pensée, défend le droit des minorités en tant que personne. Si vous voulez, moi, je ne sais pas comment aurait été la décision de la Cour suprême s'il y avait un concert dans une municipalité arabe où il y avait les femmes qui étaient obligées de rentrer avec un hijab, par exemple. Je ne sais pas comment la Cour suprême se serait comportée. Parce que si vous voulez, là, ici, c'est plus le droit de chaque individu dans le cadre de sa minorité, mais c'est revient un peu, c'est pas la même chose, mais un peu ce qui est connu en France, c'est que le voile et non le voile. Oui. Donc, si vous voulez, c'est pas forcément, ce sont des arrêts qui sont très compliqués sur le fond. Je vous répète, c'est pas ce qu'a dit la Cour suprême. C'est pour ça que les avocats de chasse et les avocats de la partie, j'allais dire, pour la libération de la femme, etc., ont crié victoire les deux. On se demande pourquoi. Et ben voilà, c'est pour ça, c'est qu'il y a eu deux arrêts contradictoires, et le troisième arrêt de la Cour suprême vient de dire que le deuxième arrêt n'aurait pas dû, c'est une victoire technique, c'est pas une victoire sur le fond. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup de nous avoir expliqué aussi clairement, limpidement ces problématiques, on va dire, au niveau de l'interprétation de décrets, de verdicts des différentes cours, des différents tribunaux en Israël, ainsi de nous avoir expliqué aussi la différence entre l'inculpation d'un ministre et d'un Premier ministre. Bonne journée et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.